Hotep, chers frères et sœurs, je souhaiterais en ce jour du 9 août 2020 apporter une pensée à nos ancêtres kamites, qui ont fait mains et pieds pour nous léguer une Afrique qu'on a aujourd'hui, qu'on ne sait pas entretenir, qui ont fait mains et pieds pour nous passer le relais avec plusieurs vestiges qu'on doit normalement déchiffrer, qu'on doit comprendre, qu'on doit étudier. Bon, malheureusement, ça s'est fait peut-être à 2, 3, 4%, donc petit à petit, on ira justement vers cette clarification où on aura conscience de ce que nous sommes vraiment. Donc je voudrais saluer encore une fois donc, les efforts fournis par nos ancêtres pour nous avoir légué tout ça. Cette historiographie, ce culte, cette religion, ce dogme, ce paradigme afrocentré est riche sociétalement, subjectivement, spirituellement, psychologiquement, est riche sur toutes ses formes. Il suffit simplement de s'y pencher et tout de suite, on verra qu'elle nous apporte tout. Le problème, c'est qu'il y a eu donc cette cassure avec ce que nos ancêtres nous ont apporté et ce que nous faisons justement de cela. Est-ce qu'on utilise ces outils encore? Est-ce qu'on est outillés comme des pro-africains, des panafricains, des kémiques, je dirais encore mieux? Est-ce qu'on est outillés pour pouvoir avancer sur le projet civilisationnel qui nous ont légué? Est-ce qu'on a compris le message? Est-ce qu'on tend à aller vers ce message? Est-ce qu'on a cette ouverture-là d'esprit pour comprendre exactement qui sont nos ancêtres et qu'est-ce qu'ils nous ont légué? Donc toute la problématique donc, est posée. On a donc cette difficulté-là à passer donc, de ce que nous avons été, de ce que nous sommes et de ce que nous serons. Pour la plupart des Kamites, nous n'avons rien été et nous sommes rien et nous serons peut-être soit des Caucasiens, soit des Sémites, c'est-à-dire soit des Arabes, soit des chrétiens. Donc il y a un problème déjà sur son identité propre à soi. Qui sommes-nous? Sommes-nous des Africains ou des Kamites? Sommes-nous des Congolais ou des Sénégalais? Sommes-nous des chrétiens ou des musulmans? Sommes-nous? Donc la base même est faussée. Donc à partir de là, forcément, il y a forcément un problème lié à la désaliénation qui fait que le comportement, l'entendement, la compréhension même des choses est faussée depuis la base. C'est faussé. Je discutais tantôt avec quelqu'un et il me parlait du christianisme et je lui disais oui mais ça c'était... Ah non, le christianisme n'a pas été inventé, qu'il me dit. Je dis si, c'est une création caucasienne le christianisme, comme n'importe quel dogme religieux. Ah non, c'est venu du ciel, qui me disait. Quelqu'un qui a une licence en sciences politiques. Ouais, un Africain. C'est un peu compliqué. Donc, il faut revenir encore à la base. Donc, après avoir donc salué donc, mes ancêtres, nos pères, je souhaiterais annoncer tout de suite la couleur. Cette intervention aujourd'hui tend à expliquer un peu ce qui se passe en Côte d'Ivoire et à apaiser un peu les comportements de ça et là de différents partis pour qu'on puisse se comprendre, pour qu'on puisse communiquer, pour qu'on puisse discuter, pour qu'on puisse faire avancer un peu les choses en Côte d'Ivoire. Oui, on a appris beaucoup de choses depuis hier, les sorties de plusieurs jeunes qui font bloquer les routes, qui ne sont pas contents parce qu'ils veulent qu'un de leurs leaders se présente à une élection présidentielle. Donc, comme ils ne sont pas contents, donc ils veulent tout brûler, ils veulent tout casser. Bon, s'il vous plaît, messieurs, dames, soyez attentifs à ce que je vais vous expliquer.
Ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, ce n'est pas des élucubrations, ce n'est pas des galéjades, ce n'est pas tergiverser dans le néant, comme on dit, c'est pas prêcher dans le désert. Il faut que ça touche le plus commun des Kamites. Il faut qu'ils comprennent exactement d'où on vient. De façon moderne, l'Africain qu'on a aujourd'hui, le Kamite qu'on a aujourd'hui, est blessé de beaucoup de maux, notamment l'esclavage et la colonisation. Je dirais l'esclavage et la colonisation, pour moi, c'est un processus qui a fait de nous aujourd'hui ce que nous sommes en fonction de nos réactions, qu'elles soient positives ou négatives. Donc il faut tenir compte de nos situations à l'époque sociétale, à l'époque de l'esclavage. C'était quoi l'esclavage? Oui, il y avait le fait de travailler gratuitement pour les Européens, mais comment on est arrivé à travailler gratuitement pour les Européens? Comment on est arrivé là? Oui, il y a eu des razzias en Afrique, on nous a amenés en Amérique, mais comment ils ont pu tenir des millions et des millions et des millions de personnes sous le joug justement de ce type de travaux-là gratuits? Y a-t-il eu des révolutions? Si. Au Brésil, si. À Saint-Domingue, si. Dans les années 1700, il y a eu beaucoup de riots. Beaucoup. On ne s'est pas laissé faire. Mais les Européens non plus ne se sont pas laissés faire les négriers. Notamment une certaine personne qu'on appelle William Lynch. À force de voir un maximum d'esclaves fuir les plantations, et ça faisait des émeutes. Du coup, plusieurs esclaves suivaient aussi ça. Ils fuyaient les plantations pour aller au nord et être libres au nord de l'Amérique. Et ça n'arrangeait pas les négriers. Donc, il fallait trouver une méthode pour assujettir ces esclaves pour qu'ils se sentent chez eux, ou du moins qu'ils n'aient plus cette envie-là de vouloir partir, bon gré ou mal gré. Et donc est arrivé William Lynch. William Lynch est un donc négrier qui avait trouvé donc la méthode pour assujettir ad vitam aeternam les esclaves noirs. Il a donc fait une tournée au travers de plusieurs plantations pour expliquer en tant que conférencier pendant des années, je crois dès 1742, je crois. Pendant des années, il a fait ça pendant près de 10 ans, il passait de plantation en plantation, il était même payé pour ses conférences, pour expliquer à ses autres confrères et compères négriers comment il fallait assujettir les Noirs pour ne plus qu'ils aient à se rébeller. Et cet enseignement émanait de la pratique qu'on utilisait pour dompter les chevaux. Quand on avait plusieurs cohortes comme ça de chevaux sauvages, on prenait l'étalon, c'est-à-dire le dominant, le mâle dominant, et on écartelait ses jambes, on déchirait donc ses jambes devant les autres chevaux, et automatiquement, ça faisait que la cohorte de chevaux, finalement, était beaucoup plus souple, était beaucoup plus malléable, était beaucoup plus assujettie donc, aux règles de domptage. Donc c'est une forme, bon, moi je n'ai jamais dompté les chevaux, mais c'est une explication que William Lynch, à l'époque cowboy de l'époque, donnait comme explication pour pouvoir dompter éventuellement aussi les Noirs. Donc ils ont appliqué donc ce procédé-là sur les Noirs, sur les Kamites. Donc on prenait le rebelle noir et on le déchirait comme ça, on prenait je crois des animaux qui tiraient de part et d'autre, et puis on l'écartelait, on déchirait, on faisait ça devant tout le monde, et on opposait les plus grands aux plus petits, on opposait les plus clairs aux plus noirs, c'est-à-dire les plus clairs on les mettait dans la maison des négriers, c'est-à-dire que c'était les nègres de maison, donc on les opposait donc aux plus noirs, et puis quand il arrivait qu'il y ait des métis, parce qu'ils violaient les dames pour faire des enfants, et ces métis étaient donc les nègres donc de maison.
Donc on donnait beaucoup plus d'encouragement, beaucoup plus de douceur, c'est-à-dire des bonbons, on donnait beaucoup plus d'intérêt donc aux esclaves. On parle pas donc d'opportunités, hein, c'est juste des petites douceurs aux esclaves beaucoup plus clairs. Donc on les mettait en porte-à-faux vis-à-vis des esclaves noirs. Donc c'était les esclaves clairs qui étaient plus dominants par rapport aux esclaves noirs, qui avaient certains, entre guillemets, avantages. Là encore c'est subjectif. Donc tout le monde se regardait en chien de faïence. Voilà pourquoi en ce moment, même aux États-Unis ou aux Caraïbes, au niveau des couples, hein, on peut avoir tout de suite facilement le taux de mariage qu'on a dans ces pays. En Amérique ou dans le West Indies, c'est-à-dire en Caraïbes, il n'y a pas beaucoup de couples afro-descendants qui sont mariés. Hein, je crois qu'il y a 10% de la population afro-descendante qui est mariée. Et encore, c'est toujours fragile, c'est très rare. Les femmes ne font plus confiance aux hommes parce que les femmes, quand elles étaient esclaves, étaient systématiquement violées. Donc ils faisaient des enfants de négriers. Et les hommes ne faisaient plus confiance à leurs femmes, puisque tous les soirs, leurs femmes étaient pour les négriers. Donc du coup, hommes et femmes déjà étaient opposés. Ensuite, les enfants, comme je vous ai expliqué, plus clairs étaient opposés aux enfants plus noirs. Les enfants plus grands étaient opposés aux enfants plus petits. Pareil pour les hommes et les femmes, etc. Les hommes entre eux étaient opposés en fonction de leur taille, de leur forme, etc. Donc, William Lynch, au travers donc, de ses articles, s'était appuyé par des articles, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, je crois jusqu'en l'article 33. Et ils expliquaient comment il fallait mettre ça en pratique sans avoir à être violent pour après. Et que si c'était appliqué correctement, les Africains, c'est-à-dire les Kamites, se regarderaient en chien de faïence, mais pour des siècles et des siècles. C'est bien précisé. Je vais vous envoyer le lien justement de cet article-là. On appelle la lettre de William Lynch. En général, tous les afro-descendants connaissent ça. En tout cas, les Africains américains aux États-Unis, tout le monde connaît cette lettre-là de William Lynch. Okay? Donc, on est autour des années 1740 et quelques 1745, si je ne me trompe. Ensuite, ajoutez-là à cela, qu'est-ce qui s'est passé après? Il y a eu, comme je vous ai expliqué, l'arrivée du fils Aglélé depuis le royaume d'Abomey, qui décide donc de faire la guerre avec Toussaint Louverture et Dessalines contre l'empereur français. Puis finalement, ils ont gain de cause, ils battent l'armée française et en 1804, Haïti prend sa indépendance. Donc dès lors où Haïti prend son indépendance, la lettre de William Lynch est comme obsolète. Il faut revoir les choses, puisque finalement les Noirs ont réussi à avoir cette indépendance. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut anticiper sur l'abolition, faire croire qu'il y a une abolition, alors que derrière l'abolition, c'est le traité de dédommagement qu'on met en place. Ce n'est pas l'abolition exactement, c'est le traité de dédommagement des négriers. C'est ça, c'est pas l'abolition de l'esclavage, il n'y a jamais eu d'abolition de l'esclavage, c'est le traité, réellement c'est le traité de dédommagement de négriers. Donc il a fallu expliquer pourquoi on donne la possibilité maintenant aux Noirs de pouvoir aller travailler au Nord, d'accord, sans compétences, sans formation. Cela étant, 2 ans après, entre guillemets, ces Noirs qui ont été, entre guillemets, indépendants, c'est-à-dire libres, sont allés au nord de l'Amérique, c'est-à-dire à Boston, dans le Massachusetts, c'est-à-dire comment ça s'appelle ce coin-là déjà? À Detroit, ok, parce qu'il y avait déjà l'industrie de l'automobile qui était en plein essor. Ils n'avaient aucune qualification, donc finalement, ils se sont retrouvés à Detroit et à Chicago, dans la rue, il y en a beaucoup qui sont morts, et la plupart sont revenus encore dans les plantations. Donc, quand ils ont fait le semblant d'abolition, et qu'il fallait dédommager pour certains pays, par exemple, comme Haïti, l'Amérique, Haïti, jusqu'à aujourd'hui, ne s'est pas remis, justement, de cet argent-là qui partait chaque année, ces millions et des millions de dollars qui partent chaque année vers l'Amérique. Donc, jusqu'à aujourd'hui, Haïti ne s'est pas encore remis. Donc, ça, c'est le deuxième fait. Donc, du coup, le fait de passer donc à l'abolition de l'esclavage où on dédommage tous ces négriers
à cela, on a rajouté donc le vaudou, c'est-à-dire la diabolisation du vaudou. Donc il fallait, puisque c'était le vaudou qui avait libéré donc ces Africains, donc il fallait expliquer que le vaudou est quelque chose de négatif. Et le vaudou, c'est la sorcellerie, alors que partout en Europe, il y a la sorcellerie, mais on n'a pas associé les sorciers à la chrétienté. Partout en Arabie, il y a la sorcellerie, on n'a pas associé la sorcellerie à l'islam. Mais quand il s'agit de l'Afrique, le vaudou, la sorcellerie, on va l'assimiler à notre religion. Donc du coup, on ne pourra plus donc pratiquer le vaudou sans être taxé de sorcier. Donc du coup, les Africains, encore une fois, après la lettre de William Lynch, par le biais donc de la déclaration de notre, entre guillemets, liberté, d'abolition de l'esclavage. Donc à l'intérieur, il y a tous ces décrets qui parlent justement de ça, c'est-à-dire le dédommagement et puis le faire fi justement du vaudou. Donc du coup, on se regarde encore en chien de faïence, on se haït, on a peur des uns des autres parce qu'on croit que l'un et l'autre est sorcier. Donc du coup, rien ne nous a servi jusqu'à encore aujourd'hui. Donc depuis la lettre de William Lynch jusqu'à l'abolition de l'esclavage, c'est toujours, disons, c'est bonnet blanc bonbonné, c'est-à-dire qu'ils ont déshabillé Pierre pour habiller Paul. Mais nous, on est là toujours à subir. Pourquoi on subit? Parce qu'on ne va pas vers la connaissance, on ne va pas vers l'information, on ne va pas vers la compréhension. On subit, on subit, on subit. Donc, une fois qu'on passe maintenant au dédommagement et à la diabolisation du vaudou, non content de cela, il faut maintenant asservir les Africains, plus en termes de déportation, puisque l'abolition a été finie et qu'ils ont passé au travers du décret abolitionniste plusieurs dogmes qui font que nous allons nous regarder en chaîne de faïence. Notamment, je répète encore une fois, le dédommagement et la haine des uns des autres à cause justement de la sorcellerie qui impute sur nos pratiques vaudouisantes. Donc du coup, nous, on ne peut plus maintenant décider d'avoir un projet civilisationnel puisqu'il y a encore cette cassure, de 2. Et puis de 3, on part maintenant à la colonisation, c'est-à-dire on déporte maintenant l'esclavagisme chez nous-mêmes, c'est-à-dire qu'ils font de la délocalisation. Donc l'esclavagisme maintenant se fait maintenant en Afrique. Donc pour refaire l'esclavagisme en Afrique, il faut reconsidérer donc les territoires. Donc on part après la Première Guerre mondiale européenne en 1870. La Deuxième Guerre mondiale, c'est la guerre 14-18 et la Troisième Guerre mondiale, c'est celle de 39-45. Donc sachez qu'il y a une Première Guerre mondiale en 1870 où Bismarck a gagné, c'est-à-dire l'Allemagne. Et c'est en cela qu'ils ont redécoupé justement le monde et l'Afrique qui va avec. D'accord? Donc nous, on peut l'appeler la pré-première guerre mondiale, mais bon, je dirais mieux encore la première guerre mondiale européenne. Restons toujours dans un concept eurocentré, donc caucasien. Donc dès lors qu'il y a eu donc cette guerre et que l'Allemagne a gagné, elle a décidé donc de revoir les principes d'intangibilité des frontières en Afrique, et ça continue, ils ont décidé maintenant de diviser toute l'Afrique. Donc je ne peux pas utiliser le terme de balkanisation, puisque la balkanisation est née un siècle plus tard. D'accord? Mais c'est le même principe. Ils ont divisé toute l'Afrique. Ils ont dit à partir de maintenant, ici ça va s'appeler tel pays, ici ça sera telle identité, ici ça sera tel pays, etc. Et puis chacun a créé son précaré et chacun a utilisé donc l'Afrique comme il l'entendait. Toujours avec la haine de l'autre, quand il s'agissait de nous comporter, la haine de l'autre vis-à-vis de l'autre, l'ostracisation de l'autre vis-à-vis de l'autre, la xénophobie de l'autre vis-à-vis de l'autre, parce qu'on crée donc des nouveaux territoires et on crée une nouvelle identité. Donc, quand on constate aujourd'hui tout ce qui se passe dans la politique en Afrique, qu'est-ce qu'on découvre, qu'est-ce qu'on constate? Moi, pour revenir à tout ce qui se passe maintenant en Côte d'Ivoire, au Rwanda, au Sénégal, au Mali, au machin, je ne peux pas en vouloir à nos hommes politiques. Je ne peux pas en vouloir à la population. Je ne peux qu'en vouloir aux intellectuels, à ceux qui sont censés apporter justement cette information-là. Je ne peux qu'en vouloir aux universitaires. Ont compris qu'ils connaissent l'historiographie africaine, qu'ils connaissent l'anthropologie africaine. Je ne peux qu'en vouloir à ces gens-là. On ne peut pas faire l'apologie du fait qu'on soit Aladjan, Bété, Dida, Kroumen, je ne sais pas, Annie, Abbé,
On ne peut pas faire l'apologie de ces petits dialectes-là. Pendant le Directoire, en 1795, Napoléon Bonaparte, quand il était empereur de France, quand ils ont fait tomber la monarchie de Louis XVI, a fait abolir tous les dialectes. Il y en avait 25 en France. Ils ont décidé d'aller sur une seule dialecte. Je vais vous expliquer pourquoi on a une problématique au niveau des dialectes en Afrique. Quand les Européens sont arrivés, quand les Arabes d'abord sont arrivés au 7e siècle, je vous ai expliqué qu'il y avait 7 grands dialectes dans toute l'Afrique. Il y avait je crois le Soninké, le Bambara, il y avait l'Ashanti, okay, l'Évé, il y avait le Swahili, il y avait le Tso, il y avait le Kikuyu, ça c'est en Afrique de l'Est. Il y en avait à peu près 5 grandes ethnies dans toute l'Afrique. Et quand les Européens sont arrivés, les Arabes sont arrivés, et qu'ils ont commencé, les Almoravides ont commencé à envahir donc le Sahara et ont poussé vers l'Empire du Mali. Quand l'Empire du Mali s'est disloqué, c'est là qu'il y a eu après son rail, il y a eu le royaume Ashanti, le royaume d'Abomey, le royaume Yoruba, etc., etc. Au fur et à mesure qu'une ethnie fuit et rencontre une autre ethnie, c'est-à-dire, on va donner un exemple tout bête. Il y a 2000 Soninké qui fuient, qui rencontrent 2000 Soninké qui fuient, qui rencontrent 500 Ézévé. Les 500 Évé et Soninké, au bout de 100 ans, il y a une langue qui va se créer. Et cette langue qui se crée, quand ils fuient encore l'envahisseur, l'oppresseur, ils vont rencontrer des Ashanti qui étaient mélangés avec des Swahili, qui ont créé une autre langue, qui vont justement rencontrer la nouvelle langue aussi que les Soninké et les Évé ont rencontré au fur et à mesure. C'est à force de fuir. C'est comme ça que toutes ces langues se sont créées. C'est pas né du ciel. C'est les rencontres entre les peuples. Ok? Et ce sont des rencontres accidentelles. D'accord? Donc les circonstances ont fait, circonstances malheureuses ont fait qu'il y a eu tous ces petits dialectes-là qui se sont créés. Moi, pour ma part, je viens de Jacquesville. On dirait une petite bourgade française à cause de son nom. Donc à Jacquesville, il y a 3 types de personnes. Donc de langues, de dialectes. Il y a les Haïsis, il y a les Akri, il y a les Aladjans. Tout ça, ça fait partie des Aladjans. Quand on arrive, on va dire 1 kilomètre en arrière, on tombe sur qui? Sur Songon. Songon, c'est hébreu, c'est une autre langue. Tu fais 35 km, tu tombes sur qui? Sur ceux de, comment les appelle-t-il? Les Adoukrou. C'est une autre langue, encore différente. Tu fais encore 100 km, tu tombes sur ceux de Grand Laou. C'est des Abekam. C'est une autre langue. Vous vous rendez compte? Vous avez vu ça où ça? Quand on arrive en Arabie Saoudite, c'est pas ce qu'on voit. Hein. Quand on arrive en Chine, c'est pas ce qu'on voit. Hein. Il y a maximum 5 langues dans toute la Chine. Qu'est-ce qui vous arrive? On va faire donc l'apologie de nos différences. Mais tout ça, ça vient de quoi? La lettre de William Lynch, ça vient de l'abolition de l'esclavage et ensuite ça vient du traité de Berlin. Donc on vous apprend à vous haïr, on vous apprend à vous détester, on vous apprend à faire la différence entre vous. Vous qui êtes un seul. Vous vous rendez compte? Imaginez-vous qu'il y aurait eu plusieurs types en termes de couleur de peau, plusieurs types d'Africains. Mais on serait quoi? Tous décapités tous les jours. On est pareil, on a les mêmes yeux, les mêmes cils, les mêmes cheveux crépus, on a la même couleur et on trouve une différence. Il ne faut pas faire donc l'apologie de toutes ces différences. Un BT, un Dida, un Nani, c'est la même chose. On va à 200 ans en arrière, 400 ans en arrière, on ne parlait pas ça, messieurs. Aujourd'hui, quand on arrive en Côte d'Ivoire, avec la particularité des villes urbaines de causer, de parler, de s'exprimer, on a créé un dialecte qu'on appelle le Nouchi, qu'aujourd'hui on utilise en Europe. En France, la plupart de tous les petits Zoulous de banlieue, ils parlent le Nouchi. L'argot français, c'est plus maintenant le verlan, on est dans le Nouchi. Il y a des mots Nouchi maintenant qui rentrent dans le dictionnaire, ambiancés. Les choses évoluent. Certains dans le bon sens, certains dans le mauvais sens. Pour l'Afrique, c'est carrément dans le mauvais sens. On va toujours dans la déconstruction.
Pour revenir donc à tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, il y en a qui sont mécontents, qui vont tout casser. Ah, ils vont tout casser parce que un de leurs partisans n'est pas élu, n'est pas nommé pour être éventuellement candidat, donc ils vont tout casser. On parle d'un troisième mandat. Quand on parle de troisième mandature, je reviens encore à mon ancienne intervention qui parlait donc de l'origine de la démocratie. Ceux qui ont créé la démocratie en 335, César de la Théos, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a eu jusqu'à 95 ou 97 successions au niveau des empereurs romains. Sur les 97 successions, je crois qu'il y en a eu 83 décapitations. On parle d'un pays qui a créé la démocratie. Hein. Tous les peuples, tous les empereurs qui se sont succédés pas sous l'effet du vote, sous le fait donc de la guillotine. Hein. Bon, la guillotine n'existait pas à cette époque, c'était une hache qu'on prenait. Donc, on vous décapitait la tête. Et là, c'est le père de la démocratie. Hein. Donc, quand on parle de démocratie, il y a plusieurs types de démocratie, hein, bicéphale, tricéphale, ou parlementaire, etc. Mais on constate que les peuples qui ont utilisé la démocratie ont eu du mal à communiquer. La plupart de ces peuples-là ont traversé que des guerres. Et les peuples qui n'ont pas utilisé la démocratie, c'est-à-dire où la mandature n'est pas fixée, c'est des peuples qui n'ont jamais eu de guerre, entre guillemets. J'ai la liste ici, hein. Voilà Principauté d'Andorre, voilà Antigua, voilà Arabie Saoudite, Australie. Il n'y a pas de mandature là-bas. Hein. L'Australie, je disais, le Panama, la Belgique, les Barbades, le Bhoutan, Brunei, le Cambodge, le Canada, le Danemark. Il n'y a pas de mandature. Tu arrives, si tu es là pendant 10, 15, 20, 30, 50 ans, il n'y a pas de souci à partir du moment où ça fonctionne. Il y avait qui encore? Émirats Arabes Unis, ok? L'Eswatini, les îles Fidji, la Jamaïque, la Grenade, le Japon, la Jordanie, le Koweït, le Lesotho, le Liechtenstein, le Luxembourg, la Malaisie, le Maroc, Monaco, le Nicaragua, la Norvège, etc., etc. UK, même l'Angleterre, Je ne sais pas ce que je vais vous dire, messieurs. Donc, nous ne sommes pas en train de présenter Alassane Ouattara, Gbagbo, Laurent, Bédier, Soro, Guillaume, je ne sais pas qui va être président encore, la liste est longue. Nous ne sommes pas en train de faire une proposition sur ces personnes, non. Pour moi, Bédier, il vaut le coup d'être président, comme mon cher frère et ami Olivier Djebidje, comme mon cher frère ami de mon propre parti, docteur Bala Keïta, comme mon cher frère ami Soro Guillaume, comme mon papa Alassane Ouattara, le président de la République en ce moment, comme mon papa le Woody de Mama, comment il s'appelle là, le papa de Didier Touba, Koudou, Laurent Gbagbo. Oui, tout le monde peut être président en Côte d'Ivoire. Hein? Vous voyez que j'ai du mal même à prononcer les noms parce que moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il y ait cette fusion-là entre nous. Tout le monde peut être président de la Côte d'Ivoire, mais le problème, c'est que la Côte d'Ivoire n'existe pas. Donc, c'est illusoire de dire qu'on est président de la Côte d'Ivoire. Maintenant, si on nous dit que oui, il faut gérer maintenant une parcelle que la France a mis à disposition pour nous, mais on est obligé de s'arranger pour faire ça. Si on ne sait pas le faire chacun à son tour, on le fait tous ensemble. Voilà, on fait un gouvernement de coalition. Voilà. On peut décider d'avoir, je ne sais pas, 2, 3, 4, 5, 10 présidents. On a eu ça au Bénin, hein. Il y a eu 3 présidents au Bénin. Oui, en seul mandat, 3 présidents. Donc on peut décider qu'il y ait 3 présidents. Et puis alors, c'est nous qui créons les lois. On peut décider aujourd'hui de faire une conférence. Moi, c'est ce que je propose. En ce moment, le président Gbagbo, il est en Belgique. Le président Alassane Ouattara peut se déplacer. Le président Bédier peut se déplacer. Soro Guillaume, il est déjà, le président Soro Guillaume, il est déjà à Paris. Donc, il peut forcément rejoindre tout de suite
Bruxelles, ok. Blé Goudé, oui, c'est un président aussi, président du projet. Le président Blé Goudé aussi est quelque part là-bas, il peut arriver là rejoindre. Tous les présidents là, hein, rejoignez-vous à Bruxelles, d'accord. Et puis discutez ensemble de consensus où chacun, c'est pas chacun son tour, tout le monde en même temps. Parce que je sais qu'on ne peut plus attendre de tout, puisqu'il y a l'heure biologique. Hein. Oui, vous avez atteint tous, vous êtes tous dans une certaine forme de géranto. Oui, hormis Blé Goudé et mon frère Soro Guillaume, le président Soro Guillaume, le président Blé Goudé. D'accord. Mais pour le reste, faites vite. Décidez de gérer ça à trois. Je vous jure que si vous décidez de gérer ça à trois, tout le monde sera content. Il faut prendre les choses de façon dépassionnée, parce que le débat lui-même, en lui-même, est ridicule. Si on part sur les chiffres, le travail que Alassane Ouattara, le président de la République, a fait, mais c'est excellent. On est monté à un taux, ok, sur l'indice de croissance à deux chiffres, on est à 11%, depuis 2011 jusqu'en 2019. On n'avait jamais vu ça nulle part ailleurs. La croissance est montée à 8, alors que quand on parlait du miracle économique de 1960 à 1979 pour le régime de Houphouët-Boigny, on était à un taux de 5%. On n'a jamais vu ça au monde. Lui, il est monté à 8% en l'espace de 10 ans. C'est extraordinaire ce qu'il a fait. Mais le problème, c'est que ce n'est pas une politique inclusive. Pourquoi? Parce que quand on regarde l'indice du développement humain, même le Bénin, l'indice du développement humain, est plus avancé que la Côte d'Ivoire. Sur 189 pays, l'indice du développement humain, le pays le plus mal positionné, le 189e, c'est le Niger. Le Burkina, il est à la 189e place, 182e place. La Côte d'Ivoire est à la 165e place. Le Bénin est à la 103e place. D'accord? Donc il faut une politique inclusive. Le Bénin, ils sont allés sur les champs de la SCTMA, ils sont allés demander des fonds, ils n'ont pas eu autant d'argent que la Côte d'Ivoire. Mais ils sont arrivés quand même à créer une intégration économique, c'est-à-dire que dans ce secteur informel, il y a eu plus qui ont eu à toucher justement ces bénéfices-là de ce développement. En Côte d'Ivoire, non, pas du tout. C'est ça la grogne. C'est ça la fronde en Côte d'Ivoire. Les gens ne se sentent pas justement dans ce développement. Mais en même temps, quand on fait une comparaison entre le pouvoir du président Gbagbo Laurent et le pouvoir du président Alassane Dramane Ouattara, il y a eu deux choses. On peut comparer. À l'époque du président Gbagbo Laurent, on avait autour d'intégration économique, on avait à peu près 2800 milliards alloués au social, donc à la population. Et pour la mandature de Alassane Ouattara, du président Alassane Ouattara, on a 4000 milliards en moyenne, alloués donc au social. Donc oui, il y a Ron, mais il a fait encore mieux. Mais en termes de ratio, sur la comparaison lui-même de son travail, ça ne représente même pas 2% de l'effort d'investissement qu'il a eu à faire pour justement son développement à lui. C'est-à-dire que donc lui, ça n'a pas été sa priorité. Si les 2000 milliards, les 2800 milliards du président Gbagbo Laurent ont peut-être été la priorité du président Gbagbo Laurent, parce que ça représentait peut-être le quart de son investissement, parce qu'il n'avait pas vraiment fait d'appel de fonds, lui, le président Alassane Ouattara, ça ne représente même pas 2, 3, 4% de ses priorités. Donc peut-être que, subjectivement, vu sur ces temps, ça peut susciter des grognes, mais réellement non, concrètement sur le terrain, non. Il a plus aidé qu'autant de présidents en Afrique, et je parle même de par le monde. Il a fait énormément de choses pour la Côte d'Ivoire. Donc les chiffres parlent d'eux-mêmes. Donc si on parle de chiffres, honnêtement, pour le moment, le mieux disant, c'est le président Alassane Ouattara. Celui qui est en très très mauvaise posture en ce moment, je dirais, c'est le président Gbagbo Laurent. Mais on me dira, oui, il est arrivé dans une période où c'était un peu compliqué, d'accord, on va lui accorder ça. Mais l'heure n'est pas justement au bilan, hein, je ne pense pas, parce que si on devait parler de bilan, il n'y aurait pas eu de heure. Hein, parce que tout ça est émotif, ce n'est pas lié à un bilan, parce que s'il y a le bilan,
le bilan du président Alassane Ouattara parle de lui-même, d'accord? Maintenant, si on veut parler du troisième mandat, on se réfère à la Constitution, article 53, qui dit qu'on ne peut pas renouveler son mandat 3 fois de suite. Maintenant, en même temps, on ajoute que si on passe à une prochaine république, ok, les compteurs repartent à zéro. Donc, on parle de quoi? On a une prochaine république ou on est toujours dans une continuité? Donc, là encore, il faut s'asseoir et discuter. Donc, c'est donc le message que moi, j'envoie donc à tous nos pères hommes politiques. Asseyons-nous et discutons. Trouvons un consensus au niveau de Bruxelles. Trouvons la possibilité de nous retrouver à Bruxelles. Et puis, on va représenter aussi la société civile, oui, 2 représentants de la société civile. Et puis, pour le reste, c'est les hommes politiques. Il faut qu'on trouve un consensus. Mais pour le moment, on fait un moratoire. On ne peut pas aller aux élections comme ça. Parce que si on va aux élections comme ça, il y aura des morts. Donc, quoi, les élections valent mieux que la vie d'un ou 2 ou 3 ou 4 Côtes d'Ivoiriens? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. La vie est très sacrée. Donc, pour éviter effusion de sang, il faille vraiment qu'il y ait rapidement la décision d'un consensus à Bruxelles. Moi, c'est ce que je propose. Je pense que je fais partie de la société civile. J'aurais, oui. Donc, moi, j'ai pas besoin de... ma petite personne, j'ai pas besoin d'aller rejoindre qui que ce soit, je connais personne. Donc, c'est juste une proposition que je fais. Depuis mon fin fond de Porto Novo. D'accord? Donc, essayez de voir dans ce sens-là, parce que ce que vous êtes en train de faire, c'est tout et n'importe quoi. Nous sommes tous concernés, puisque nous venons tous de cette partie-là de l'Afrique. D'accord? D'accord? Qu'on soit Togolais, Béninois, Sénégalais, Ghanéens, etc., nous venons de cette partie de l'Afrique. Donc, nous sommes concernés. Aujourd'hui, si ça chauffe, regardez, il y a eu une bombe au Liban, on était tous touchés. Liban, à combien de milliers de kilomètres? On est terriens, non? Donc, on réagit en tant que terriens. On est dans cette race-là, Homo sapiens sapiens. À plus forte raison, quelque chose qui se passe dans mon entourage, dans ma zone géographique, l'Afrique de l'Ouest, l'ancien royaume Ashanti, c'est chez moi. Quand il y a des brouilles, il y a des heurts au Mali, je me sens affecté. C'est chez moi. Ce n'est pas un Européen, un Allemand ou un Français qui va me dire que le Mali, ce n'est pas chez moi. Le Mali, c'est chez moi. La Guinée, c'est chez moi. Je me sens concerné. Donc, messieurs, réveillez-vous. C'est de nous qu'il s'agit. On ne va pas continuer encore, après William Lynch et tous ces décrets qu'ils ont inventés, on ne va pas continuer encore à se taper dessus. 2020, on a tous accès à la connaissance, à l'information. On sait exactement ce qui se passe dans le crâne des leucodiens et dans le crâne à nous. On ne va pas vers contre le leucodien. Non, non, c'est pas possible. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. C'est la loi de la jungle. On va pas invectiver un lion qui avait faim, qui a mangé une biche. Non, la biche s'est retrouvée au mauvais moment, au mauvais endroit. Voilà. On ne va pas les tuer les lions pour ça. Maintenant, nous, on ne peut pas devenir lion si on a une biche. Bon, il y a des biches qui meurent de vieillesse, non? Trouvons-nous un endroit où on va mourir tranquillement. Dans la plénitude, au lieu de se bouffer entre nous. Ça arrange qui quand on se bouffe entre nous? Personne. Depuis près de 400-500 ans, on se bouffe entre nous. Qu'est-ce que vous avez? Trouvez donc ce consensus-là. Moi, je préconise qu'il y ait donc une réunion et qu'on fasse un moratoire. Là, on n'est pas prêt pour les élections. Non. Il faut exceptionnellement que Gbagbo Laurent vienne, que Blé Goudé vienne, que tout le monde vienne. Et puis maintenant, c'est les jeunes qui parlent. Maintenant, si les Ivoiriens sont assez idiots ou intelligents pour voter un ou l'autre, et puis après, ça fera leur affaire. Ça fera leur affaire. Qu'est-ce que vous voulez? On ne va pas demander pardon à quelqu'un pour aller au développement. Voilà. Donc ça vous apprendra. Suivez toujours la démocratie. Vous comprenez que dans la démocratie, il y a une tare. Pourquoi? Regardez ce qui s'est passé en France. Il n'y a qu'en 1945 que les femmes ont eu accès au vote. Pourquoi? Parce que le taux d'alphabétisation était très bas. C'est un projet de société qu'on lit quand on va aux élections, quand on va aux urnes, quand on va voter, quand on a un partisan. Le choix, ce n'est pas un choix sur le délit de faciès ou bien l'amour qu'on porte à la gueule de nos acteurs politiques. Non. C'est son programme de société. Mais qui est capable de lire un programme de société en Côte d'Ivoire? Et on parle d'aller aux élections. Hein. Et on parle du monde de démocratie. Il faut bien aller aux élections, je veux bien. Mais on parle de démocratie sur la base de quoi? De la corruption déjà?
On donne des t-shirts, on donne à manger, on donne de l'argent. C'est quoi ce truc? Ils comprennent quoi donc à la politique? Donc aujourd'hui, paix à son âme, si on ressuscitait le Yoruba, il serait aujourd'hui, s'il avait décidé d'être président de la République, je pense que le Yoruba serait président de la République de Côte d'Ivoire. Paix à son âme. Donc on parle de quoi finalement? De développement ou de populisme? On parle de développement ou d'amour qu'on a pour tel ou tel candidat? On parle de quoi? Il faut revoir tout ça. À partir du moment où tout le monde est d'accord, où on sait que tout le monde est assis à la même table et tout le monde est considéré comme dirigeant, c'est ce que vous pouvez faire avec sa géopolitique. Nous, aujourd'hui, on peut recadrer les choses, c'est circonstanciel. On fait 3 vice-présidents, ou bien 3 présidents, et puis qu'est-ce qu'on a à battre? Si tout le monde veut être président, on fait 3 présidents. Tout le monde, si vous voulez 200 ministres, on fait 200 ministres. Pour qu'on ait la paix. Parce que ce qui se passe à Bongolo, là, c'est n'importe quoi. Les cars qui vont là-bas, il n'y a aucun car qui appartient à la salle, ni à Gbagbo, ni à qui que ce soit, ni à Blé Goudé, ni à Soro Guillaume, ni à Bédier. Ça n'a rien à voir. Ouais. Ceux qui sont assis là, qui attendent pendant qu'ils sont en train de brûler, là, c'est des gens qui veulent aller voir leur famille, etc., qui n'ont strictement rien à voir avec la famille de ces quatre belligérants. Donc on fait quoi là? On se prend la tête encore, comme exactement a voulu la lettre de William Lynch. Qu'on se regarde en chaîne faïence, qu'on se mange dessus, qu'on se bat pour rien. On n'a rien à gagner qu'à se tuer entre nous. Ressaisissez-vous, messieurs. Ressaisissez-vous. Donc, oui, je viens de donc, c'est un peu ce que je voulais vous dire, hein, sans passion aucune, hein, sans émotion aucune. On ne va pas hausser le ton. Je suis déçu. Je suis vraiment déçu parce que les messages qu'on porte sont censés vous amener à aller faire d'autres recherches. Parce qu'on ne peut pas tout dire en 30-40 minutes. Allez faire des recherches sur qui vous êtes. On ne peut pas tout vous dire. Parce que moi, mon rôle, ce n'est pas d'embrigader les gens. Non. Moi, je suis juste un éducateur. Je suis professeur assistant dans une université en Angleterre. Et puis, oui, pendant que je préparais un doctorat, je faisais de l'assistant. Donc, j'ai eu accès à certaines informations que j'aimerais maintenant partager avec vous. Et crescendo, je me renseigne, je médite toujours, je m'éduque. Pourquoi? Pour éviter que j'ai à réagir de façon bestiale vis-à-vis de mes frères, de mon peuple. Et ce que moi je vois en ce moment-là, il faut qu'on se ressaisisse. C'est à nous-mêmes qu'on fait du mal. Hein. C'est à nous-mêmes. C'est à nous-mêmes qu'on fait du mal. Donc, ressaisissez-vous et puis pensez justement, aller vers justement ce type d'information pour comprendre quelque part que le meilleur pour nous les Africains, c'est de nous enfants et puis qu'on ait ce qu'on appelle une intégration économique et monétaire. Voilà, pour que tout le monde puisse manger. Et je reconnais, je conçois qu'il y ait cette rôle en Côte d'Ivoire. Il faut que les gens réagissent, c'est leur droit. Mais quand ils réagissent, il faut qu'on les écoute aussi. Parce qu'eux aussi, ils font partie de la Côte d'Ivoire. C'est des Ivoiriens. Ils ont le droit aussi d'avoir leur pain. Si un Ivoirien veut être président de la République, s'il le peut, il le fait. S'il ne peut pas, il peut le crier haut et fort. Il a ses droit. Ça veut dire quoi? Qui veut aussi sa part du gâteau, il a le droit. C'est un Ivoirien. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On s'arrange pour que cet Ivoirien-là, pour ne pas dire avec mon discours, mon langage à moi, ce Côte d'Ivoirien, on comprendra ça sur les vidéos précédentes, ce Côte d'Ivoirien a le droit aussi de clamer haut et fort sa part. Donc, il faut faire un gouvernement de consensus, messieurs. Par un régime tricéphale. Oui, ça existe. On l'a déjà vu au Bénin. 3 présidents. Et puis, tout le monde est content. D'accord? Puisque ça sert qu'à ça. On est dans le développement en ce moment. On est très très bien coté dans les institutions de Bretton Woods. Qu'est-ce qu'on va faire? On va foutre ça en l'air parce qu'on n'aime pas la gueule d'un président, parce qu'on est raciste. On est raciste, ça ne vient pas de nous, ça, ce racisme-là qu'on a en Afrique. Ça ne vient pas de nous. Ça vient du locoderme, ça vient du caucasien. Ressaisissez-vous, il n'existe pas d'étrangers en Afrique de l'Ouest. Ça n'existe pas. Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoirien, frère Kamit, je vous aime. C'est un message d'amour aujourd'hui que je suis venu porter.
quant à vous, les hommes politiques, consensus. Il faut réfléchir sur le moyen, mais le plus urgent, de pouvoir vous retrouver sur Bruxelles. Peut-être.